à tous et bienvenue dans la bibliothèque du CNAM qui, comme je vous le rappelle, est ouverte sur rendez-vous pour le moment pendant cette période de crise. Donc n'hésitez pas à venir profiter de l'ensemble de ces services. Je suis aujourd'hui avec Manuel Zaclade, professeur en sciences de l'information et de la communication et titulaire de la chaire Expression et culture au travail du CNAM, directeur également du laboratoire d'ICEN, qui vient nous parler ce matin de l'importance de la communication et des réseaux sociaux dans la gestion des crises sanitaires. Alors ma première question sera bien sûr en lien avec ce sujet. En quoi la communication et les sciences de l'information et de la communication peuvent-elles jouer un rôle dans la gestion d'une pandémie? Et quel regard portez-vous en tant que spécialiste sur la communication des pouvoirs publics? Merci Pascal. Alors effectivement, il faut être bien conscient du fait que la propagation d'une épidémie, et encore plus d'une épidémie nouvelle, elle passe par les transformations de comportement de la population. En fait, l'augmentation de l'espérance de vie qu'on a connue en Europe au XXe siècle, elle a beaucoup été liée aux gestes d'hygiène, des gestes très simples comme le fait de se laver les mains. Donc en fait, pour comprendre la propagation d'une maladie dans une société humaine, pour avoir une prise de conscience de la population, pour avoir des changements de comportement, à côté de la génétique, de la biologie moléculaire ou de la médecine de pointe, il faut faire de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, de la psychologie et bien sûr des sciences de l'information et de la communication. Et nous, c'est vrai que dans notre discipline, des sciences de l'information et de la communication, on a eu le sentiment de ne pas avoir toujours été vraiment écoutés par les pouvoirs publics, que nos recherches n'ont pas toujours été prises en compte. Par exemple, on a interrogé des étudiants en communication sur leur perception de la communication gouvernementale, ce qu'ils avaient aimé et moins aimé. Et les résultats étaient intéressants. Ce qu'ils ont aimé, ce sont les vidéos YouTube didactiques qui parlaient des gestes barrières, qui les rendaient acteurs de la prévention. Par contre, ce qu'ils ont détesté, c'est la dimension autoritaire, culpabilisante, surtout vis-à-vis des jeunes de cette communication. Notamment la litanie des interdictions qui se sont succédées et dont ils avaient du mal à comprendre parfois la cohérence. Donc, comme le disait Ronnie Broman, qui est un des fondateurs de Médecins sans frontières, en fait, il y a une tendance des autorités à infantiliser la population, à avoir une certaine défiance. C'est une marque historique du rapport de l'État à la population. Or, si on veut des changements de comportement, nous disait toujours Ronnie Broman, il faut s'appuyer sur la capacité des gens à tenir les mesures de prévention parce qu'ils les ont comprises, plutôt que de tenter de les imposer. Et nous, on sait depuis très longtemps, en communication et en psychologie sociale, que la meilleure manière d'obtenir des changements de comportement durables, ce n'est pas la communication de masse persuasive, dont vous parlera tout à l'heure Béatrice Arroyo-Barrena, mais c'est au contraire d'impliquer les acteurs dans l'élaboration de solutions ad hoc, ce qui implique des relais locaux. Et les meilleurs relais locaux, c'est les personnels de santé de proximité qui auraient pu assurer ce type d'influence et de communication. Il y a aussi un autre sujet dont on a beaucoup parlé, notamment à l'occasion de cette crise, c'est le rôle potentiellement négatif des réseaux sociaux et derrière le complotisme. Comment analysez-vous ce phénomène au regard de cette crise sanitaire ? Oui, alors c'est un sujet très compliqué et les avis sont très partagés, y compris au sein de notre discipline. Certains considèrent que les réseaux sociaux sont responsables d'une dégradation de la qualité de l'information, alors que d'autres considèrent qu'au contraire, ils sont l'occasion d'une meilleure participation démocratique qui permet de diversifier les points de vue. Vous voyez, on est vraiment sur deux positions très opposées. Par exemple, on a une collègue à Paris 3 qui s'appelle Divina Fromex, qui dit que face au sentiment d'une dégradation du contrat d'information entre la presse et le public, qui est un contrat basé sur la neutralité, l'impartialité, l'objectivité, les réseaux sociaux proposent un autre type de contrat, qu'elle appelle un contrat de partage, qui va reposer sur la conversation, sur l'engagement dans un réseau de pairs, qui s'amplifie par la réputation et la recommandation. Et en fait, c'est un ressort très important de la confiance, ce contrat de partage. Donc, si on ne voit que le mauvais côté des réseaux sociaux, on provoque aussi de l'incompréhension. Dans le cas de l'épidémie de Covid, on était et on est toujours face à une très grande situation d'incertitude, en fait. Et les autorités publiques pouvaient faire un choix, soit d'une communication assez humble et prudente, un peu à l'allemande, soit plutôt guerrière et autoritaire. On se rappelle les mots d'Angela Merkel dans son premier discours officiel, où elle a dit « Nous sommes une démocratie, nous ne vivons pas sous la contrainte, mais sur un savoir partagé et de l'action commune. C'est une mission historique, nous ne pourrons la surmonter qu'ensemble. » Or, le fait que le gouvernement français ait plutôt été dans cette métaphore un peu guerrière, dans une succession de mesures d'interdiction, souvent mal comprises, ça a compliqué la donne face à l'incertitude scientifique et aux données parfois contradictoires qui venaient de ces publications scientifiques. Et comme, en voulant faire une forme d'œuvre de prophylaxie pour soutenir le discours des autorités, les médias mainstream ont beaucoup choisi de ne pas souligner les incertitudes scientifiques,
sur des questions très diverses, l'efficacité des traitements ou l'efficacité des mesures sociales, comme la généralisation des masques à toute la population en tout lieu et en tout instant, ou le confinement généralisé, et bien du coup la parole s'est déplacée vers les réseaux sociaux. Or, ces incertitudes sont présentes, et plusieurs épidémiologistes le rappellent, comme des collègues du CNAM très modérés, comme William Dab. L'incertitude est inhérente à la recherche scientifique. Et donc, ce déplacement de la parole sur les réseaux sociaux s'est accompagné du fait qu'on a traité en vrac de complotistes toute une série d'opinions divergentes, alors qu'elles ne faisaient que relayer des informations liées à d'autres données scientifiques que celles sur lesquelles les autorités avaient basé leurs décisions. Et pour nous, c'est une erreur, parce que s'il y a vraiment des formes de complotistes malveillantes et souvent délirantes, le fait de poser des questions, de remettre en question des décisions, de débattre, ne fait pas partie des pratiques complotistes. Pour conclure, nous, on pense que pour réaliser la démocratie sanitaire dans un contexte d'incertitude, il faut faire coexister plusieurs voix, sans autoritarisme, sans posture scientiste, c'est-à-dire affirmer qu'on sait quelque chose et balayer d'avance toutes les objections, sans exclure a priori les questions que peut se poser la population. Vous savez, Bernard Stiegler, qui est décédé récemment, dans un texte posthume, disait que le discrédit de la parole institutionnelle s'est aggravé du fait de l'incapacité à transformer en controverse les polémiques et qui, de ce fait, sont devenues stériles. Si on veut que les réseaux sociaux occupent une moindre place dans l'information de la population, il faut organiser de vrais espaces de controverse qui, jusqu'à présent, nous ont pas mal fait défaut. Écoutez, merci beaucoup pour ces éclairages et justement, encore une fois, introduire à la fois de la science et de la nuance dans des sujets aussi importants que ceux de la communication en temps de crise. Merci Manuel. Merci Pascal.